Et à mes côtés pour cette émission, François Martin. Bonjour monsieur. Bonjour Elise, bonne année. Et bonne année à tous nos spectateurs. Voilà. Alors François Martin, je vous présente, vous êtes diplômé de l'ESSEC, d'un MBA à HEC, vous êtes également auditeur à l'INEJ et l'IHEDN, vous avez travaillé dans le commerce international, vous parlez 6 langues, vous travaillez également en tant que journaliste, essayiste, vous avez fondé plusieurs cercles de réflexion en géopolitique, notamment à HEC, mais aussi le cercle Eleutheria avec notre ami Paul-Marie Couteau, que nos amis de TV Liberté connaissent bien sûr, pour les conversations. Vous avez également publié plusieurs ouvrages et récemment, les 2 derniers, c'est L'Ukraine, un basculement du monde et plus récemment, Le temps des fractures, tous les deux aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, François Martin, pour commencer, jeudi, on a entendu Donald Trump qui déclarait qu'il organisait très rapidement, il organiserait dès qu'il serait investi, une rencontre avec Vladimir Poutine. On se souvient bien entendu pendant sa campagne qu'il avait indiqué qu'il souhaitait faire la paix en Ukraine en 24 heures. Est-ce que finalement, c'est tout simplement son programme qui commence à se mettre sur la bonne voie ? Bien sûr, c'est tout à fait ça. Il a déjà commencé, il n'a pas attendu d'être en place, puisqu'il a déjà des contacts évidemment indirects avec Poutine. Mais il faut bien comprendre une chose qui est essentielle, c'est le timing. En fait, Trump a 2 ans jusqu'au midterms, jusqu'en 2026, pour... je dirais, il a 2 grandes missions historiques. Pour moi, c'est, je dirais, je vais peut-être étonner les gens, c'est une Jeanne d'Arc. C'est quelqu'un qui est possédé par une vision du monde, comme le général de Gaulle était possédé. C'est une expression qui avait été employée par Malraux en sortant du rendez-vous avec Mao Tse-tung en 65. Il avait dit « cet homme est possédé par une vision ». Et les hommes qui transforment le monde sont des gens qui sont possédés par des visions. Et je pense que c'est son cas. Et il a 2 ans. Et il a 2 missions absolument fondamentales, et qui sont d'ailleurs complémentaires. La première, c'est de raccrocher, c'est de rendre le pouvoir au peuple, en fait. Et le peuple lui a fait confiance, et donc il a comblé la fracture sociale politiquement. Mais maintenant, il faut qu'il la comble économiquement, c'est-à-dire il faut qu'il donne les jobs au peuple. C'est pour ça qu'il veut fermer les frontières, pour empêcher de rentrer les migrants, et c'est pour ça qu'il veut faire ce qu'il avait fait en 2019, où il avait fait dans son discours de l'ONU, il avait dit « j'ai donné en 2 ans donc 3 millions de jobs aux petits Américains ». Et donc ça, c'est sa première mission, c'est résoudre la fracture sociale. Et l'autre mission, c'est le swamp. Le swamp, c'est-à-dire le marécage. Mais le marécage, il faut bien comprendre que c'est pas une question de politique interne. Bien sûr. C'est une question de politique interne et externe, parce que ça fonctionne avec ce que Kennedy Junior appelle la lessiveuse. La lessiveuse, c'est quoi? C'est on tond l'Américain moyen, on met l'argent dans les budgets militaires pharaoniques. Je rappelle qu'on est à 950 milliards de dollars et on va dépasser les 1000 milliards l'année prochaine. Et après, quand vous voyez la courbe, elle est comme ça. Et cet argent sert à financer des guerres et l'argent retombe en pluie chez tous les intermédiaires, y compris les politiques qui votent les crédits de guerre. Donc, on ne peut pas... C'est une corruption organisée. Totalement organisée. C'est une lessiveuse. Donc, Trump ne peut rien faire à l'intérieur s'il n'arrête pas les guerres à l'extérieur. Donc, c'est la première chose qu'il faut qu'il fasse. Et il n'a pas le temps, parce qu'il a 2 ans pour tout faire. Donc, c'est pour ça qu'il a dit à Netanyahou, le jour de mon intronisation, je veux que le problème soit réglé. Sur l'Ukraine d'abord, sinon on va... Non, mais ce que je veux dire, c'est ce qu'il a dit à Netanyahou. Le jour où j'arrive, et ce qu'il aurait à la limite voulu, c'est la même chose avec Poutine, sauf qu'il ne peut pas lui dire, le jour où j'arrive, il faut que ça soit terminé. Mais en fait, c'est ça que ça veut dire. Et Poutine, en face, a tout son temps. Parce qu'il est en économie de guerre, mais il fait 4% de croissance. Il a été réélu avec 80 et quelques % de voix favorables et 77% de participation. C'est un des dirigeants les plus solides au monde. On va vous dire que ce sont des élections frauduleuses. Vous pouvez frauder, si vous êtes le seul candidat, sur le nombre de personnes qui votent pour vous, mais pas sur la participation, parce que vous ne pouvez pas obliger les gens à voter. On peut bourrer les urnes ?
Vous pouvez bourrer les urnes, mais là, 77% de participation. Puis en plus, il y a eu des gens de l'extérieur. Il y a même des Français qui ont été vérifiés que les gens... Bon, je ne pense pas que ça a été fraudé. Mais en tout cas, Poutine a du temps. Donc, quand vous avez un gars qui regarde sa montre toutes les 5 minutes, moi j'ai fait du commerce et des négociations pendant 40 ans. Quand il y en avait un qui bat et qui dit, bon, si on se met pas d'accord aujourd'hui, bon, on se revoit dans une semaine, et qu'un autre qui dit, attends, j'ai mon taxi, finalement, c'est celui qui est pressé qui accepte toutes les conditions de l'autre parce qu'il n'a pas le temps. Et bien, c'est exactement ce qui va se passer. Donc, les conditions que Poutine demande, c'est la reconnaissance définitive des 4 oblasts et de la Crimée. C'est pour ça qu'il veut un traité de façon à ce que ça soit pas simplement la dénazification, c'est-à-dire la suppression de tous les groupes néo-nazis, etc., qui sont aujourd'hui financés par les oligarques, parce que ce sont en fait des milices privées qui appartiennent à Kolomoïski et à tous ces gens-là. Ils sont dans l'armée officielle, mais ils sont payés par les oligarques. Il veut la garantie et il veut la dénazification, il veut la démilitarisation et il veut la garantie que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Et il veut la levée des sanctions. Il veut tout ça comme condition préalable. Bien sûr. C'est-à-dire, si on ne lui donne pas tout ça, il ne discute même pas. Donc, il va l'avoir. J'aimerais qu'on écoute à présent, on l'a vu et on en a beaucoup parlé sur TV Liberté parce qu'il y avait beaucoup à dire, la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, comme on dit maintenant en bon français macroniste. On va écouter justement Emmanuel Macron qui évoquait cette question de l'Ukraine avec un propos surprenant. Il nous faut nous mettre en capacité, quels que soient les scénarios, d'apporter un soutien durable à l'Ukraine pour pouvoir résister, être dans les meilleures situations pour pouvoir négocier. Et au fond, les États-Unis d'Amérique ont à nous aider pour changer la nature de la situation et convaincre la Russie de venir à la table des négociations. Les Ukrainiens ont à mener des discussions réalistes sur les questions territoriales et eux seuls peuvent les conduire. Alors évidemment, vous en doutez, le propos qui fait réagir beaucoup, c'est ce propos de réaliste, des discussions réalistes. On a le sentiment que c'est un peu un retour sur terre finalement de Paris après des années de cécité face à la question de ce conflit et face aux avancées militaires du côté russe en Ukraine. Non, mais en fait, Macron, je dirais que le propos général, et on va parler, je pense, de ce qu'il a dit par ailleurs, le propos général de Macron, à mon avis, n'est pas celui-là. Le propos de Macron, c'est que c'est un homme qui est aujourd'hui totalement délégitimé. Tous les soirs, il fait sa prière à genoux devant son lit en disant « Mon Dieu, faites que demain et la semaine prochaine, j'ai quelque chose à dire et à faire pour que je disparaisse pas complètement du paysage médiatique. » Et tous les matins, il va dans son dressing, il regarde, il dit « Qu'est-ce que je vais me prendre aujourd'hui ? Ah ben tiens, j'ai un treillis, je vais mettre le treillis et je vais dire que j'ai envoyé des gens à Odessa. » Vous voyez ? Donc il est dans la recherche frénétique d'éléments de langage qui fassent réagir de façon à ce qu'il continue à exister, parce qu'en fait, il n'existe plus. Il est plus encore qu'avant, il est dans la com pure. Parce que comme c'est un homme qui n'a pas de personnalité, il lui faut créer une personnalité médiatique tous les jours, je dirais. Et c'est ça le but de cet exercice. Il est totalement, si on regarde la réalité telle qu'elle est, telle que je l'ai décrite tout à l'heure, il est totalement en dehors des clous. Oui, mais alors justement, on pourrait se dire, peut-être que là, il voit bien que dans 10 jours, son copain Joe Biden, ou ce qu'il en reste, c'est fini. Il faudra faire avec Donald Trump et qu'il est temps pour Paris de se repositionner et de quitter cette posture jusque boutiste, presque comment dire, de premier de cordée, j'allais dire, dans la question au niveau européen vis-à-vis de la question ukrainienne, non ? Ben, s'il avait raison, pour qu'il raisonnât de cette façon, il lui fallu qu'il eût une vraie personnalité politique, c'est-à-dire capable de regarder la réalité des choses et de se positionner. Mais en fait, il s'est tellement enfermé dans sa posture médiatique de combattant, etc., pour protéger l'Europe, etc., que je pense qu'il est plus capable d'en sortir. C'est ça le problème. À mon avis, c'est ça le problème. Et puis, je pense qu'il étonnerait trop
ceux qui sont les derniers qui sont ses soutiens, si véritablement il disait bon ben maintenant il faut véritablement négocier, on attend Trump, vive la paix, etc. Alors qu'il a passé son temps à dire le contraire. Oui. Donc ce ne serait pas la première fois qu'il fait un virage à 180 degrés. C'est vrai. Mais moi j'y crois pas. Je pense qu'il est enfermé dans sa posture en fait. Il s'est fait le chantre de la guerre au sein de l'Europe et je pense qu'il peut pas changer du tout au tout aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je pense. Vous avez parlé tout à l'heure du swamp, le fameux marécage que Donald Trump avait prémis de drainer. Oui, pardon, vous avez raison. Drainer déjà lors de son premier mandat, plutôt une mission qu'il n'a pas réussi complètement. Oui. Aujourd'hui, on voit autour de lui se construire une administration relativement hétérogène. Parmi cette administration et ses proches, on compte évidemment l'incroyable milliardaire Elon Musk. Oui. Sur la question ukrainienne, j'aimerais qu'on écoute Pascal Boniface quelques instants. Il soulève un point intéressant. Il a déjà joué un rôle géopolitique extrêmement important. C'est grâce à lui que l'Ukraine n'a pas cédé face à l'offensive russe en février 2022, puisqu'il a mis à disposition de l'Ukraine Starlink, mais ensuite il a proposé un plan de paix qui reprenait plus ou moins les propositions de Poutine. Alors, je trouve que c'est intéressant parce qu'on l'oublie. Les satellites d'Elon Musk, les fameux satellites Starlink, donc des satellites à basse altitude, qui ont permis aux Ukrainiens de pouvoir plus facilement piloter les drones avec une meilleure connexion, aussi aux opérateurs de l'OTAN qui venaient en soutien de l'Ukraine à faire du renseignement sur le terrain militaire, etc., etc. Tout cela, ça a joué un rôle capital en faveur de l'Ukraine. Parfois, certains ont tendance à oublier cet élément. Elon Musk, sur la question ukrainienne, il a quelque chose à voir, il a quelque chose, et ça l'intéresse tout simplement ? Ce qui l'intéresse, c'est surtout ses contrats avec les États-Unis. Il ne faut pas oublier ça. Je pense que le cœur de son intelligence, ça a l'air d'être un homme qui paraît comme ça, fantasque, etc. Mais en fait, il est excessivement malin. Sa principale affaire, c'est son projet vers Mars avec la NASA. Ils sont totalement liés. Et ça lui a permis de racheter ensuite X sans se mettre, disons, dans la situation d'un conflit avec le gouvernement américain comme ça aurait pu être le cas à l'époque avec Zuckerberg ou avec les autres. Et en fait, il a très bien épousé le gouvernement du moment. C'est-à-dire, il a, à ce moment-là, effectivement, suivi les États-Unis dans la guerre anti-russe, je dirais, en donnant à son camp, Otano kievien, une arme majeure. Et maintenant, comme il sait que Trump va arrêter la guerre, en fait, en même temps, il a été dans l'autre sens en disant, en proposant un plan de paix, etc. Donc, il fait véritablement de la politique au vrai sens du terme, à la fois intelligente et, je dirais, proactive pour proposer des choses. Mais il a un côté opportuniste du businessman. C'est certain, mais je pense que si ensuite il y a, avec ce qui restera de l'Ukraine, j'en sais rien, ça dépend si les Russes ont ce qu'ils veulent ou s'ils vont ensuite à petite vitesse jusqu'à Odessa, ce qui serait possible si on leur donne pas gain de cause, il aura tout ce qu'il voudra dans les contrats de reconstruction de l'Ukraine. Ça me paraît certain. Donc, et en plus, je dirais que lui et Trump ont réinventé une nouvelle forme de politique. Il faut se rappeler que Trump a été le premier à utiliser Twitter pour tweeter, jusqu'à ce qu'on lui ferme son compte. Absolument. Mais à l'époque, ça se faisait pas. Il y avait la représentation, il y avait la diplomatie, on était un peu enfermé dans une façon de s'exprimer, je dirais, à l'ancienne, un peu confite dans le formol, je vais dire ça comme ça. Et l'autre est arrivé, il a commencé à tweeter. Et là, en fait, Trump a inventé une autre façon, c'est d'envoyer un espèce de fou, je dirais,
pour lequel on ne peut pas accuser les États-Unis en tant que tels, alors qu'il est un des plus proches de Trump, d'être une position officielle, il l'envoie pour, dire du mal des Allemands, des Anglais, Européens, des Anglais. Il peut aller casser ses ennemis sans qu'on dise le président des États-Unis a engagé les États-Unis dans son discours. Parce qu'au pire, Musk dit quelque chose, il dit non, c'est pas ça, et puis c'est tout. Donc je trouve que c'est très intelligent comme approche, et ça me confirme le fait que Trump est beaucoup plus intelligent que l'image qu'on essaye de donner de lui en Occident. En tout cas, je vois Trump se servir de ça. Et il va continuer. Pendant les 4 ans, il va se servir de Musk en permanence. Pour sonder, en fait. Que cette configuration soit exacte, si vous me permettez, François Martin, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une complicité totale, j'allais dire presque un partage complet de la vision politique à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure entre ces deux personnages qui sont très, un peu égocentriques l'un comme l'autre, oui. Qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes, à raison, sans doute, et qui pourraient quand même rentrer en conflit assez rapidement, non ? Je ne pense pas que ça soit le cas, parce que je pense que Musk est trop malin. Trump, c'est le patron, de toute façon. Est-ce que Trump, c'est vraiment le patron quand Elon Musk est l'homme le plus riche du monde ? Celui qui a le pouvoir judiciaire, le pouvoir politique, c'est Trump. Donc, si demain, il retire à Musk son mandat, le mandat qu'il lui a donné, celui de nettoyer avec lui le marécage, l'administration, je pense que les actions des entreprises de Musk se casseraient la figure immédiatement. Ils n'ont pas intérêt. Et je dirais que le propre des grands caractères, c'est d'être capable d'accepter les autres grands caractères. Le général de Gaulle disait « Mon drame tient en peu de mots, je n'aime que ceux qui me résistent, mais je ne peux pas les supporter. » Alors, il les supportait quand même, puisqu'il avait des Malraux à côté de lui, des gens comme ça, mais le début de la phrase dit « Je n'aime que ceux qui me résistent. » Voilà, c'est ça. Et je pense qu'ils se rendent trop de service l'un à l'autre pour que les choses ne s'arrêtent. S'ils ont des dissensions, les choses ne s'arrêtent pas avant le clash, si vous voulez. Plus forte raison que vous le rappeliez tout à l'heure, l'essentiel des entreprises les plus importantes d'Elon Musk, à savoir SpaceX, voilà. Starlink, etc., ont un lien très, 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 très proche avec l'administration américaine. Bien entendu, c'est ça qu'il a su construire. C'était très intelligent, très, très, très intelligent. Alors, dans cette configuration de sortie de crise en Ukraine, j'allais dire menée à la baguette ou tambour battant par Donald Trump, bientôt revenu au pouvoir, comment voyez-vous l'Europe ? Alors, avant de parler de l'Europe, il faut dire simplement un petit mot de sa stratégie. Et ça, je vous ai envoyé un article qui va paraître dans le Nouveau Conservateur là, dans les semaines qui viennent. D'abord, le propre de ces situations, c'est de se rendre compte qu'il faut couper le membre gangréné et il faut le faire vite. Parce que plus on attend, plus la gangrène se transmet. C'est pour ça que je suis persuadé que Trump ne va même pas discuter. L'autre va lui dire « je veux ça ». Il dit « ok, c'est bon. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, je pense qu'il y a 2 choses. La première chose, c'est il lui faut transformer sa défaite en victoire. Il faut montrer que ce n'est pas une défaite. Parce que l'important, ce n'est pas la défaite, c'est la honte. Donc, il ne faut pas apparaître comme honteux, comme l'a été Gorbatchev à l'époque, que les Russes d'aujourd'hui appellent encore le traître. Parce qu'il a bradé. Mais il n'a pas bradé, je dirais, avec suffisamment de force et de morgue. Voilà. Donc, il a besoin de se trouver un ennemi de substitution pour pouvoir dire, voyez, je brade ici parce que notre véritable ennemi, il est là. Et il est gros et il est énorme et on doit se battre contre lui, etc. Et tout ce qu'on voit, je pense, sur le canal de Panama, sur le Canada et sur le Groenland, ça consiste à montrer qu'ils ont besoin d'être encore plus forts contre la Chine. Et je suis persuadé qu'il va noircir le tableau, non pas qu'il veuille envoyer des troupes contre la Chine, parce que de toute façon, c'est pas un militariste, mais parce qu'il a besoin de montrer que, quelque part, il a cet ennemi
pour pouvoir lâcher sur le reste, non seulement sur l'Ukraine, mais à mon avis aussi sur le Moyen-Orient. Il a besoin de se désengager totalement. Et il va le vendre comme ça à ses lobbies militaro-industriels en leur disant, écoutez, là vous vendrez plus d'armes, mais on va en vendre de l'autre côté. C'est ça qu'il va faire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, gouverner les États-Unis, c'est réussir à plaire au complexe militaro-industriel ? En grande partie, oui, bien sûr, c'est ça. Et il a besoin, en tout cas, ce dont il a besoin, c'est de le diviser. Parce qu'il ne peut pas leur dire, écoutez, les pépettes, c'est fini, la bonne guerre où on gagne tous de l'argent, c'est fini, et puis maintenant, vous mettez au pain sec et à l'eau, il faut qu'il leur promette quelque chose. Donc, il va leur donner la future guerre avec la Chine, même si après, si vous voulez, il la livre pas. Il ne leur livre pas le projet belliciste contre la Chine. Mais en tout cas, il a besoin d'habiller les choses comme ça pour que ça passe. Et je pense que c'est ça qu'il va faire. Et l'autre chose, c'est l'Europe. Il n'a pas de bâton contre les Russes, parce qu'il n'a pas de possibilité d'escalader. Et puis, il ne va pas perdre le temps à escalader. S'il escalade, ça veut dire qu'on a les 2 ans de guerre de plus. Poutine l'emmène jusqu'à midterm, et puis c'est fini. Son grand projet, il est mort. Et ce serait vraiment un échec. Du coup, ça serait son échec Donald historique. Trump. À lui, en plus. Mais bien sûr, c'est ça, l'enjeu est là. Donc, par contre, il n'a pas de bâton, mais il a des carottes. Donc, qu'est-ce qu'il va dire à Poutine? Il va lui dire, écoutez, l'Europe est là, elle est prête à être mangée, on va se la partager. Poutine va lui dire, est-ce que tu me laisses livrer mon gaz? La discussion va porter sur le gaz. Est-ce qu'ils vont se partager les quotas de gaz pour que Poutine prenne une partie de la puissance énergétique, vende une partie de son gaz? Et puis Trump va en vendre une autre partie, je pense qu'ils vont se mettre d'accord là-dessus. Sur cette question du gaz, justement, là on a vu le 1er janvier, les approvisionnements de gaz russe se sont terminés, ils passaient par l'Ukraine, les accords sont tombés puisqu'ils étaient faits pour 5 ans, ils ont été signés en 2019, donc ils se sont arrêtés. Volodymyr Zelensky a refusé de les prolonger, on comprend bien pourquoi. Et je vous propose tout de suite, c'est pour ça que je me suis permise de vous interrompre, d'écouter Robert Fico, le Premier ministre slovaque à ce sujet-là. La décision unilatérale du président ukrainien d'arrêter le transit de tout gaz via l'Ukraine cause des dommages financiers importants à la Slovaquie et à l'ensemble de l'UE. Et cela aide considérablement les États-Unis qui peuvent augmenter leurs importations de gaz en Europe. Le président Zelensky sabote les intérêts financiers de la Slovaquie et de l'UE, bien que la Commission européenne a clairement déclaré dans sa lettre officielle que rien n'empêche l'Ukraine de poursuivre le transit. Dans le cas de la Slovaquie, nous parlons de 500 millions d'euros de pertes en frais de transit et d'1 milliard d'euros en raison des prix élevés du gaz. Et l'ensemble de l'UE paiera environ 70 milliards d'euros pour l'aventure américaine de Zelensky. À ma grande surprise, l'UE et ses organes restent étrangement silencieux. Alors ça, c'est très intéressant et c'est pour ça, il a l'air de dire que finalement la fin de l'approvisionnement de gaz russe en Europe, le grand victorieux, le grand gagnant, ce sont les États-Unis. Et pour cause, puisqu'ils exportent leur gaz de schiste à prix cher et très élevé, beaucoup plus que les prix qui sont pratiqués aux États-Unis. Bien sûr. Et beaucoup plus que le prix qui était pratiqué par les Russes, évidemment. Bien sûr. Par conséquent, les États-Unis ont-ils intérêt... Quels sont les intérêts américains, justement, dans la négociation avec Poutine sur ces affaires de gaz russe ? Les Américains ont intérêt à ce que leur gaz, à eux, continue à être livré sur l'Europe, évidemment, en le vendant le plus cher possible. Mais je crois que ça n'est pas exact de dire qu'il n'y a pas de gaz russe, parce que, de mémoire, mais on n'en parle pas en ce moment, il y a quand même beaucoup de gaz russe qui arrive, mais il arrive par le GNL. Il arrive par les bateaux. Et les Russes, à mon avis, continuent à livrer. Mais évidemment, c'est beaucoup plus cher que si c'était par le... Donc je pense que si je crois aussi qu'il y a des canaux détournés. C'est-à-dire que les Russes ne les vendent plus à l'Europe, mais les vendent à d'autres pays qui les revendent à l'Europe plus cher. Absolument, tout à fait, tout à fait. Donc je pense que c'est là qu'il peut y avoir une véritable négociation. Mais les Russes ont aussi un intérêt en Europe, c'est-à-dire la France est bénéficiaire de certaines technologies
concernant le nucléaire. Aujourd'hui, c'est clair que la grande bagarre de demain, c'est le nucléaire. Il y a la France, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a les États-Unis. Si les États-Unis et la Russie peuvent s'entendre pour éliminer le nucléaire français, ça leur fera un gros concurrent de moins. Donc, je pense qu'il y a entre eux un certain nombre et c'est ça, je pense, qui va être un des éléments importants qu'on ne va pas forcément beaucoup étudier d'ailleurs, mais qui est important de la négociation entre les deux, c'est sur quel domaine peuvent-ils se faire la courte échelle, je vais dire, voilà. Et en plus, je pense que ça intéressera les États-Unis d'avoir ce genre d'accord, parce que si demain leur ennemi c'est la Chine, il faut que d'une façon ou d'une autre, ils ramènent les Russes dans leur camp. Alors, est-ce que c'est pas le plus gros échec justement de Washington, c'est d'avoir poussé Moscou dans les bras de Pékin? Absolument. Alors, mais c'était prévisible. On ne peut pas leur reprocher d'avoir essayé, parce que si effectivement, comme Bruno Le Maire le pensait, comme il le pensait, ils avaient fait tomber la Russie en 3 semaines, à ce moment-là, c'était le jackpot, c'est-à-dire ils mettaient un gouvernement à leurs mains en Russie, et puis ça leur permettait de menacer la Chine par le nord. Donc, ce qu'ils n'ont pas réussi par la contrainte, ils vont essayer de le réussir par, si vous voulez, par l'amitié. Donc, je ne pense pas que dans le cadre d'une négociation comme celle-là, ils transformeront les Russes d'ennemis en amis. Mais par contre, ils peuvent commencer à construire une autre posture qui serait non inamicale par rapport aux Russes, au cas où demain, il y a un clash, ou il y a quoi que ce soit qui se passe de négatif entre les Chinois et les Russes. Donc, moi, je serais eux, j'essaierais d'aller dans ce sens-là. Par contre, l'Europe, c'est le beefsteak. Donc, alors, sortons les couteaux, les fourchettes et partageons-nous le... Voilà. Mais alors justement, restons sur la question européenne, parce qu'on a le sentiment que finalement l'Europe importe peu aux États-Unis, l'Europe importait davantage à la Russie, mais elle semble peu à peu en faire le deuil. Mais pourquoi l'Europe a-t-elle accepté de fossoyer sa propre position et pourquoi l'Europe ne s'est pas défendue vis-à-vis des décisions qui venaient de Washington? Eh ben, c'est ça qui est incompréhensible, si vous voulez. Et moi, ma thèse par rapport à ça, c'est que l'Europe, en fait, n'est pas un continent politique, en fait. Depuis très longtemps, l'Europe, en fait, est un pacte de Varsovie dont la direction se trouve à Washington. Donc, encore une fois, quand j'allais en 1980 en Pologne, les Polonais, si j'avais dit aux Polonais, mais c'est pas normal que la Pologne envoie toute sa viande en Russie et que le dirigeant ne dirige pas pour le compte des Polonais, mais ils auraient hurlé de rire en disant « mais en fait, t'as rien compris, quoi ». Jaruzelski n'a pas été mis en place par le peuple polonais, donc il sert les intérêts de ceux qui l'ont mis en place. Donc on est dans un système, en fait, ne dites pas à ma mère que nous sommes dans un système oligarchique, qu'elle nous croit encore en démocratie. C'est ça le truc, en fait. On n'est pas du tout dans un système démocratique, on l'a bien vu. Et on l'a vu dès le début de la guerre, puisque le premier train de sanctions a été négocié directement par la Commission avec le département d'État américain et a été annoncé quelques heures avant aux États membres. C'est-à-dire que un pays comme la France a délégué à la Commission le droit de fixer unilatéralement avec le département d'État américain la liste de sanctions qui allait affecter la France. C'est incroyable, ça. Mais la France n'est pas la seule sur cette question. Tous les pays européens ont fait pareil. L'Allemagne, qui tirait plutôt bien son épingle du jeu dans l'économie européenne, aujourd'hui est en grande difficulté. On le voit d'ailleurs sur le plan politique, ça se répercute, puisque Olaf Scholz est obligé de convoquer des élections. Bien sûr. Et c'est pour ça, et c'est avec ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe en Roumanie, ce qui va se passer en Allemagne, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Italie, en Moldavie, etc. On voit bien que, pour reprendre un des paragraphes de mon livre, il y a un réveil des peuples, que d'ailleurs Trump et Elon Musk sont en train de pousser.
Mais, si vous voulez, moi je pense que... Précisément, pardon, mais ouais. Est-ce que si Donald Trump défend les intérêts des États-Unis, si Elon Musk défend les intérêts des États-Unis, est-ce qu'eux, ils ont intérêt à défendre un réveil des peuples européens ? Parce qu'on voit que finalement, l'Europe est le dindon de la farce. Ils le défendent, mais ils le défendent pour d'autres raisons. Ils le défendent parce que, je dirais qu'il y a deux façons, il y a eu deux façons pour l'Amérique de nous vassaliser, puis de nous transformer, je dirais, en plat de viande. De vassaux, on a été les esclaves et maintenant on est un plat de viande. Mais il y a eu deux façons. L'un c'est l'atlantisme et l'autre c'est le mondialisme. L'atlantisme, Trump s'en fout de l'atlantisme, ça l'intéresse pas. Même l'OTAN, ça l'intéresse pas. C'est la trilatérale, quoi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le business. C'est un type qui a grandi dans l'immobilier new-yorkais. En face de lui, il avait que des mafieux. Donc c'est, je te fais peur. Il est dans l'intimidation permanente et derrière dans les deals. C'est la brutalité qui est la base, mais la brutalité commerciale. C'est ça son système. Et l'atlantisme, il s'en fout. Et le mondialisme, c'est pire. Lui, c'est un évangéliste. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il a une profonde horreur de tout ce qui n'est pas conservateur. Donc, nous, s'il veut tuer tous ces gouvernements, c'est au titre de leur progressisme. C'est leur combat contre le wokisme qu'ils partagent avec Musk. Exactement. C'est ça, à mon avis, les raisons pour lesquelles... Mais ensuite, ça ne veut pas dire qu'il aidera l'Europe à se reconstruire. S'il peut faire en sorte que l'Europe dépense effectivement 5% de son budget au lieu de 2% actuellement, c'est autant qu'il donnera à son lobby militaro-industriel comme os à ronger en leur disant, écoutez, on fera plus la guerre, mais ces imbéciles vont continuer à dépenser 5% pour se protéger contre un ennemi qui n'en est plus un. Voilà. Mais à mon avis, ça ne marchera pas. Et il y a un pays qui ne suivra pas, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a très bien compris que avec son frère, son ami américain, qui l'a construit, il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est mon premier livre, L'Ukraine, un basculement du monde, où l'historienne Annie Lacroix-Riz montre que toute l'administration de la République fédérale allemande, ce sont des anciens nazis. Les Américains ont puni les chefs et ont recyclé des dizaines de milliers de nazis qu'ils ont mis dans l'administration. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient avoir une Europe à leurs mains. C'est ce qu'ils ont encore aujourd'hui. Donc c'était déjà leur projet en 1945. Ils voulaient une Europe à leurs mains et ils voulaient des types dont ils pouvaient ressortir les dossiers à tout moment, dont ils pouvaient garantir la fidélité. C'est ça l'Allemagne au départ. Donc ils ont continué à faire ça comme ça. C'est la compromission pour soumettre, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et évidemment, notre grand Européen national a été un des éléments, parce que c'est lui qui a cassé, Jean Monnet, c'est lui qui a cassé le traité de l'Élysée en faisant passer lors de la ratification au Bundestag un codicile disant que ce traité, puisque De Gaulle s'est précipité sur l'Allemagne en se disant on va essayer de construire quelque chose qui est une Europe des peuples, et Jean Monnet a fait passer un codicile disant que ce traité était soumis en fait aux traités précédents qui avaient été faits par l'Allemagne, en particulier les traités militaires et en particulier les États-Unis. C'est-à-dire ça ne remettra jamais en cause le fait que l'Allemagne est américaine. Donc à ce moment-là, De Gaulle a perdu sa bataille de l'Europe à ce moment-là. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, dans ces conditions, ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne a très bien compris que, malgré tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, on lui a fait exploser son gazoduc. 2 jours après l'inauguration du gazoduc Norvège-Pologne. Donc ça, c'est un signe politique envoyé par les Américains. C'est plus vous qui êtes nos amis, nos vrais amis, c'est les Polonais. Parce que les Polonais, ils se défendent, ils dépensent plus, ils nous achètent des F-35, etc., etc. Ils restent plus faciles à soumettre. On préfère notre nouvelle femme jeune plutôt que l'ancienne. Voilà, c'est ça, en fait, le message. C'est assez dégoûtant, mais ça se passe comme ça. Et comme vous êtes nos amis, on vous trahit. Ça, c'est la permanence américaine d'Exit. Oui, quand on est des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Voilà, c'est exactement ça. Donc, eux,
les Allemands ne sont pas des gens qui vont aller crier en disant espèce de salopard, etc. Ils intègrent tout. Mais ils n'oublient rien. Bon. Et là, concrètement, comment vous voyez la poursuite politique en Allemagne ? Ils vont partir chez les Russes. Quand ils sont avec les Russes, ils ont la prospérité avec le gaz le moins cher du monde. Quand ils sont avec les Américains les tondent et les pillent, et ils ont piqué 20% de leur industrie qui est partie aux États-Unis. S'ils veulent vivre demain, donc ce qui est étonnant, c'est que nous, c'est pas notre habitude, mais ils n'ont pas été criés salauds d'Américains, vous n'avez explosé notre gazoduc, etc. Mais il y en a encore un sur les 4 qui fonctionnent. Bon, demain, ils vont. Scholz est déjà, premièrement, il est allé à Pékin. Et deuxièmement, il s'est entretenu avec Moscou au téléphone. La troisième étape, c'est qu'il ira à Moscou directement. Et ce qui sortira de là, c'est qu'il lui rendra son gaz. Et puis c'est tout. Et dans ce cadre-là, on a le sentiment que la France sera le dindon de la farce. Le dindon de la farce. Et puis surtout qu'Emmanuel Macron poursuivra sa guerre contre l'Ukraine, enfin contre la Russie sur le terrain ukrainien en première ligne. Il va être le dernier. Voilà, c'est ça. Mais il ne faut jamais oublier, comme on disait, que la France, c'est le coq. Le coq est le seul animal qui est capable de faire cocorico avec les pieds dans la... C'est ça, dans la bouse, on va dire. Dans la bouse, on va dire. Rester poli. Donc peut-être que quand on aura vraiment les pieds dans la bouse, à ce moment-là, on poussera un vrai cocorico. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la bouse qui monte plutôt que le cocorico qui se prépare, je dirais. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors revenons-en à ce... Donc je pense que, pour juste finir ça, je pense que derrière, Trump ne va plus avoir besoin de l'OTAN, puisqu'il n'aura pas d'ennemis en face. Donc l'OTAN va s'en aller. Déjà, il voulait dézinguer l'OTAN lors de son dernier... puis il n'aime pas les militaires qui sont là, qui foutent rien, etc. Il n'aime pas ça, lui. Et puis il veut l'argent pour les businessmen américains et pour le peuple américain, c'est ça qu'il veut. Donc ces militaires, il va faire sauter ça. Et puis s'il n'y a pas d'OTAN, il n'y aura pas d'Europe. L'Allemagne va partir. Je veux dire, l'alternative für Deutschland a déjà annoncé que dans son programme, qu'elle voulait quitter l'Europe et quitter l'OTAN. C'est dans son programme. Donc les choses sont claires. Les choses sont claires. Et je ne vois pas dans ces conditions qu'est-ce qui va faire que Scholz va arriver à maintenir à garder sa place, si vous voulez. Donc, le sens de l'histoire, c'est que l'Allemagne va partir vers les Russes. C'est ça qui est le sens de l'histoire. Enfin, moi, je vois les choses comme ça, en tout cas. Alors, si on revient justement à Donald Trump, on a beaucoup parlé de l'Ukraine, à raison. Il y a l'autre dossier chaud en matière de politique internationale qui est à gérer pour la nouvelle administration qui va arriver à Washington, celle de Donald Trump. C'est évidemment la question du Proche-Orient. Je vous propose tout de suite d'écouter le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui s'est exprimé cette semaine. Au Proche-Orient, nous sommes très proches d'un cessez-le-feu et d'un accord sur les otages. Nous en avons également parlé ces derniers jours. J'espère que nous parviendrons à le faire passer durant le temps qu'il nous reste. Mais si nous n'y parvenons pas, le plan proposé par le président Biden pour un accord de cessez-le-feu et sur les otages sera remis à l'administration en 30. Et je pense que lorsque nous obtiendrons cet accord, et nous l'obtiendrons, ce sera sur la base du plan que le président Biden a présenté au monde en mai dernier. Bon, ça paraît évident que l'administration démocrate, qui n'a pas beaucoup de diplômes à afficher pour son mandat, aimerait sortir avec cette réussite de cessez-le-feu au Proche-Orient. Ben, c'est formidable, ça, d'entendre ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grosse voix de Trump, par-delà la période de transition, elle est déjà là. Parce que le problème, c'est pas Blinken. Le problème, en fait, c'est que Blinken joue un double jeu depuis le début. Parce qu'ils disent « Ah, attendez, il faut faire un plan de paix, etc. » Mais dès qu'il y a une action israélienne, ils livrent les crédits, les armes, etc. Ils financent et ils organisent l'attaque contre l'Iran. Donc en fait, les États-Unis ont organisé les choses sur le plan médiatique par rapport à Bibi Netanyahou pour faire penser que c'est Bibi qui prend les initiatives et qu'ils essayent de l'arrêter. Mais c'est du théâtre, ça. En fait, c'est du théâtre. Ils sont absolument d'accord. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord, les États-Unis n'auraient pas dit s'il te plaît, essaye de sauver la vie des populations d'une certaine façon. Ils lui auraient simplement dit on ne paye plus.
Bon, la différence, c'est que Trump a téléphoné à Netanyahou en lui disant, pour la raison qu'on a dit tout à l'heure, le jour de mon intronisation, il faut que ça soit réglé. Donc, alors qu'on n'a pas eu d'accord de cessez-le-feu depuis le début, pratiquement, sauf la première négociation qu'il y a eu, mais après, il n'y en a pas eu. Soit dit en passant, là, il n'y en a pas encore, et ça fait 25 fois qu'ils nous disent qu'il va y en avoir un et qu'il n'aboutit pas. Sauf que le Hamas a fait une déclaration il y a 2 jours, comme quoi ils ont dit que, pour la première fois, ils avaient l'impression que la partie d'en face, que les Israéliens avaient réellement envie de négocier. Et alors ça se négociera là sur quelle base ? Et qu'ils étaient d'accord sur tous les points. Sur quelle base ? C'est quoi les points ? On le sait ? Alors, il y a un certain nombre de points. Il y a 34 otages qui seraient libérés. Et en face, les Gazaouis, le Hamas, avait plusieurs exigences. Vous savez qu'il y a 2 couloirs aujourd'hui. Il y a un couloir qui a été fabriqué par Tsahal, qui coupe en 2, qui s'appelle pas, dont je me souviens plus de nom, et qui coupe la partie nord et la partie sud. Et il y a un deuxième couloir qui est le couloir de Philadelphie, qui était dévolu aux Égyptiens depuis des dizaines d'années. Les Égyptiens avaient dit que si les Israéliens envahissaient le couloir, ça serait la guerre. Or, ils l'ont fait, ils ont envahi le couloir et les Égyptiens n'ont rien dit. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, les Américains essayent de diviser. Mais ce qui se dit, c'est qu'en fait, ils ont essayé de couper les couloirs dessous, les tunnels. Il y a des tunnels à 10 à 15 mètres, mais il y a aussi des tunnels à 50 mètres de profondeur. Oui. Voilà. Et ça, ils ne peuvent pas les chercher. Donc, ça n'empêche pas... ça n'empêche pas les Gazaouis, les combattants du Hamas, de passer par-dessous. Et hier, je crois, ils ont tiré je ne sais pas combien de roquettes à partir de Gaza Nord. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas enfermés, si vous voulez. Donc ils arrivent à passer. Et moi, j'ai toujours pensé... Si je peux me permettre, ça fait 2 fois que vous dites les Gazaouis, le Hamas. Oui. Les populations gazaouis qui sont dans le dénuement aujourd'hui, elles ne peuvent pas emprunter les couloirs du Hamas aller se promener à droite à gauche et aller se mettre à l'abri. Elles sont coincées. Et même les règles d'engagement... c'est qu'il est interdit de passer dans le couloir intermédiaire, là, de traverser sous peine de mort. Mais la règle d'engagement, ça je l'ai lu sur un site, il y a des sites très précis là-dessus, c'est que pour les soldats de Tsahal, quand ils voient quelqu'un dessus, quelqu'un a vu, il lui tire dessus. Donc ça veut dire que les snipers tirent pas sur les gens qui sont à la limite du couloir, mais sur les gens qui sont visibles dans leur champ de vision. Donc, les gens sont cachés dans le nord, sans possibilité de se nourrir, etc. Aucune possibilité de franchir ce couloir. Mais il y a tous les jours encore des chars qui explosent, des types qui sont tués, etc. Enfin bon, ça c'est l'affaire. Mais donc, évacuer l'armée de ce couloir, évacuer du couloir de Philadelphie, et puis derrière, il faut que la première négociation, si vous voulez, débouche sur une deuxième négociation. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les guerres du faible au fort, et là je renvoie à un auteur que j'aime beaucoup, que peu de gens connaissent, qui s'appelle David Galula, qui a écrit un petit livre. C'était un des militaires français, c'est un juif tunisien, un juif français d'origine tunisienne, qui a écrit un petit livre qui s'appelle « Contre-insurrection, théorie et pratique ». Et il pose les principes de la guerre insurrectionnelle et contre-insurrectionnelle. Et là, dans la dernière édition, la préface a été faite par Pétréus, le général Pétréus, qui a été gouverneur de l'Irak à un moment donné, qui a fait distribuer le livre à tous les soldats américains en Irak pour dire « vous n'êtes plus dans une guerre normale, vous êtes dans une guerre insurrectionnelle », et qui a écrit dans cette préface que pour lui, Galula était l'un des 3 plus grands stratèges de tous les temps, avec Sun Tzu et Clausewitz. Voilà. Donc, c'est pas n'importe quoi. Et il dit, le principe de la guerre insurrectionnelle, du faible au fort, c'est que le faible gagne quand il délégitime le fort.
C'est-à-dire sa victoire n'est pas une victoire militaire, mais c'est une victoire politique. Et c'est exactement, si vous regardez ce que fait le Hamas jusqu'à présent, ils ont obtenu en un an que leur principal adversaire soit poursuivi par une cour et condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ils le sont aussi, hein, le Hamas. Oui, mais si vous voulez, dans la guerre du faible au fort, c'est une victoire pour le faible qui est majeure, qui est absolument majeure. Et pourquoi je dis ça? Je dis que si, à un moment donné, Trump impose, et je pense que c'est pour ça que maintenant, on est en train de voir une négo quelques jours avant d'arriver, alors que jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé. Je pense que ça sera le cas. Et quand Trump dit si les otages ne sont pas libérés, ça va être l'enfer. Mais ça va être l'enfer pour qui? Ça ne va pas être l'enfer pour le Hamas, puisque le Hamas subit déjà l'enfer depuis 2 ans, et les Israéliens n'ont pas été capables de récupérer un seul otage. Donc, vivant, en tous les cas. Vivant. En tout cas, s'il dit ça, il s'adresse d'une certaine façon aussi à Netanyahou. Et ça sera quoi? Ça veut dire que je ne payerai plus, c'est très simple. Je ne paye plus. Donc, ils vont se mettre d'accord. Et si la guerre s'arrête, même momentanément, derrière, ça sera transformé en processus politique, évidemment. À cause de ce que j'ai dit. Avec Netanyahou? Avec Netanyahou ou sans Netanyahou. Mais Trump va leur dire ce que Biden n'a jamais dit, parce que Biden était tenu complètement par les lobbies militaro-industriels, ce qui n'est pas le cas de Trump, ou moins. Il va leur dire, bah, écoute, maintenant, vous vous mettez d'accord avec eux, parce que sinon, moi, je ne mets plus d'argent, et puis c'est tout. Et puis en Syrie, ça va être pareil. Il va dire, je ne paye pas. Il l'a déjà dit, d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Donc, si vous voulez, il va couper les robinets partout. C'est comme ça qu'il va faire. J'aimerais qu'on consacre la toute fin. Donc, je pense qu'on a peut-être une chance d'avoir la résolution de ce conflit avec une solution politique entre 2 États. Et entre nous, la solution à 2 États qu'on dit extrêmement compliquée, elle est extrêmement simple. Hein. Elle est extrêmement simple dès lors que les 2 parties la respectent. C'est surtout parce que Yahvé habite à Washington. Donc la destinée manifeste d'Israël, elle est où? Si le président des États-Unis dit « je ne paye pas sauf si vous faites la solution », mais ils vont le faire. Tout est financé par les États-Unis. Le problème, c'est qu'aucun président des États-Unis n'a eu les cojones jusqu'à présent de dire « voilà, la solution est là, je ne paye pas ». Et voilà. Et je pense que Trump est capable de le faire. Est-ce qu'il le fera? J'en sais rien, parce qu'il a aussi des lobbies juifs, mais je pense qu'il peut leur dire « je vais faire sauter Netanyahou et je vais faire cette résolution politique parce que je veux sauver l'État d'Israël ». Voilà. Comment vous expliquez que sur cette question, la France est disparue aussi de la scène internationale et de la scène politique, avec parfois des déclarations d'Emmanuel Macron qui étaient ensuite contredites par le Quai d'Orsay, parfois l'inverse. On a vu également le ministre des Affaires étrangères qui se déplace en Israël au moment même où des soldats israéliens arrêtent des gendarmes français. On a vu également les soldats israéliens attaquer la FINUL, qui est censée maintenir la paix sur place. Est-ce que concrètement, on a encore un poids, une voix dans cette zone? Non, on n'en a plus. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. On avait une position gaullienne et gaulliste à l'époque. Gaullienne, c'est la doctrine, et gaulliste, c'est la doctrine, et gaullienne, c'est l'attitude, qui était une attitude de neutralité, où on disait le peuple, en gros, le peuple palestinien a le droit à sa reconnaissance en son État, droit de disposer de lui-même, et Israël a le droit de se défendre, en gros. Mais on est complètement sorti de ça, si vous voulez. Donc, il s'est précipité au moment du 7 octobre et il a demandé à ce qu'on construise une coalition contre le Hamas. Enfin, si vous voulez, on est complètement sorti de notre rôle. De toute façon, je pense que dans toutes les stupidités qu'a fait le président Macron, je pense que là où il est le pire, c'est dans la politique internationale. Et je pense qu'on va parler aussi un peu de l'Afrique, et puis, si on a le temps, un peu de l'Afrique et puis de l'Algérie et tout ça. Alors justement, très rapidement, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission.
Mais Emmanuel Macron a évidemment fait référence à la question africaine et aux peuples africains en rappelant que l'armée française avait eu un rôle majeur dans la lutte contre le terrorisme ces dernières années. Il a finalement expliqué que l'Afrique avait oublié de dire merci aux soldats français. Il faut dire aussi qu'on a perdu des soldats français dans le combat contre le terrorisme sur le continent africain, des soldats français qui étaient dévoués et qui ont, comme souvent, comme toujours, même obéi au pouvoir politique qui les a envoyés face à des terroristes là-bas. Comment percevez-vous cela? Parce qu'on a vu des réactions très agressives de dirigeants africains après ces propos. Je vous dirais que d'abord, il s'est dit... j'ai 2 heures où je vais parler devant les ambassadeurs, ça va être retransmis partout. Où est-ce que je peux mettre des pétards pour créer des polémiques de façon à ce qu'on parle de moi encore pendant quelques semaines? C'est ça son logiciel de pensée automatique, c'est toujours ça. Enfin, si je peux Alors c'est pour ça qu'il a tapé sur la Roumanie, il a tapé sur Musk, il a tapé sur l'Afrique, et il a tapé sur l'Algérie. C'est un diplomate kamikaze? C'est un imbécile qui n'a plus de légitimité, qui essaye d'en trouver une et qui essaye d'exister parce qu'il n'existe plus, c'est ça. Et quand il arrête de faire ça, il envoie madame pour dire qu'il est gentil et qu'il souffre beaucoup. Et il envoie madame sur les plateaux pour dire qu'il est très gentil, qu'il souffre beaucoup du fait que les Français ne l'aiment pas. On a vu là justement, vous parliez de l'Afrique, il y a également le Maghreb. On a vu l'autre fois, il est allé au Maroc avec son ami Jack Lang. Mais le principal conflit aujourd'hui au Maghreb est bien sûr avec l'Algérie. Oui. Récemment, un provocateur, on va dire, youtubeur ou influenceur, que sais-je, a été renvoyé par Paris à Alger. Alger l'a renvoyé à son expéditeur, si je puis m'exprimer ainsi. On aurait préféré qu'il renvoie Boualem Sansal. J'ai vu ça. Alors, si vous voulez, là, j'ai expliqué que Macron avait un déficit de notoriété et d'image qu'il essaye de combler en pétaradant un peu tout le monde, et en particulier sur les gens dont il est sûr qu'ils vont lui répondre. Donc ça va créer un peu de polémique. Puis on va gagner un mois comme ça, et puis peut-être on va tenir jusqu'à l'été où il pourra redissoudre l'Assemblée, s'il n'est pas parti. Mais en face de lui, en Algérie, il a quelqu'un qui a le même problème. Parce que le président Tebboune est dans la même problématique. Parce qu'il faut bien voir que l'Algérie s'est pris deux grosses baffes récemment. Ce qu'on appelait autrefois un Paris-Brest, à l'aller-retour, pan-pan. Un premier, c'est qu'ils ne sont pas rentrés dans les BRICS. Ils sont rentrés dans la division 2, où il y a les supplétifs, alors que l'Égypte est dans les BRICS, l'Afrique du Sud est dans les BRICS et l'Éthiopie est dans les BRICS. Et l'Algérie, qui fait 2,5 millions de kilomètres carrés, qui est le gigantesque pays de l'Afrique, qui devrait être le grand pays de l'Afrique avec des réserves de gaz, etc., n'est pas dedans. Comment vous l'expliquez, ça ? Je l'explique parce que, en fait, le régime algérien est encore aujourd'hui, malgré que beaucoup d'Algériens disent le contraire, et peut-être ont-ils commencé à faire des efforts, mais ils n'ont pas payé, et encore dans un système de prédation, si vous voulez. Un système de prédation qui est organisé sur la rente pétrolière, d'une part, et puis sur le trafic de l'importation. C'est en fait... moi, dans tous mes voyages en Afrique, j'ai vu ça à peu près partout. Dès que vous avez un pays qui veut organiser et enrichir ses élites, il construit un système de pénurie. C'est-à-dire, il produit rien à l'intérieur, surtout rien à l'intérieur, de façon à tout importer. Et quand ils importent... celui qui veut une licence d'importation, il a payé la Banque centrale et les ministres il touche de l'argent. Ensuite, le directeur des douanes, il touche aussi. Ensuite, il a les produits de façon unilatérale et en exclusivité qui vend à 1000 fois le prix quand c'est nécessaire dans le marché. Un pays fonctionne exactement comme ça, c'est Cuba. Voilà. Je me souviens, en une minute, j'ai discuté avec un Cubain parce que je parle espagnol, j'étais à Cuba il y a 3 ans, il me dit « Ah, c'est dur ». Dans la rue, il cherchait à discuter avec les touristes.
Il me dit, ah, c'est vraiment difficile. Je dis, écoute, arrête de me dire des conneries. Il me dit, oui, on a des difficultés d'importation. Je dis, mais enfin, arrête de me dire des conneries. Il dit, bon, d'accord, notre gouvernement, c'est vraiment des, je vais te dire, des fils de pute. Voilà, il me dit ça. Je dis, bon, là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Donc, ils sont tendus par leur État, si vous voulez, et les élites vivent de ça. Et en Algérie, c'est une junte, et on sait que chaque général et chaque personne importante a sa petite boutique, l'un pour importer du blé, l'importation du blé, l'autre c'est pour l'importation du lait, l'autre c'est pour l'importation des armes, ça marche comme ça depuis des lustres. Donc ils ont besoin, comme Cuba le fait, d'un ennemi héréditaire à l'extérieur pour pouvoir dire au peuple, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de vous. Et ça ne passe pas auprès des BRICS qui ont parfaitement compris et qui ont dû leur dire, mais le jour où vous mettez vraiment en route votre développement pour passer d'une économie de pénurie inacceptable et honteuse à une vraie économie de développement, à ce moment-là, vous rentrerez. Mais en tout cas, ils n'y sont pas. Et l'autre, ça, c'est la première baffe. Et la deuxième baffe, c'est le Sahara. Ils l'ont perdu. C'est fini. Parce que le fait, à force, mais ils sont complètement idiots, parce que quand on a quelqu'un comme la France en face de soi, qui est membre du Conseil de sécurité, même si elle est affaiblie, etc., on ne va pas taper sur la France si on a besoin de la France pour défendre votre position au Sahara occidental. Donc je pense qu'à un moment donné, la France en a eu marre. Donc ils ont perdu ça. Donc, et puis ils vont perdre aussi l'automaticité des visas. Emmanuel Macron a eu raison dans cette affaire. Il a bien fait de reconnaître le Sahara occidental. Je ne sais pas s'il a eu raison ou s'il n'a pas eu raison, mais en tout cas, c'est une défaite diplomatique majeure de l'Algérie par rapport à ça. Et si vous regardez maintenant tous les pays africains, le Ghana l'a fait récemment, je crois que je vous ai envoyé un article hier là-dessus, le Ghana, tous les pays se délient de leur rapport avec le gouvernement ou le simili-gouvernement sahraoui, si vous voulez. Donc, en fait, le Maroc a gagné sa guerre. Donc, il n'y aura pas de révolte populaire au sein de l'Algérie. Par contre, ce qu'il y a dans les gouvernements de junte comme ça, il y a des élites en interne qui sont furieuses. J'avais eu ça dans ma jeunesse, à un moment donné, avec Sékou Touré, qui avait eu un attentat. Il a eu je ne sais pas combien d'attentats, il a survécu. Mais l'un de ces attentats, je le savais parce que j'étais sur place, avait été fomenté par ses proches de la nouvelle génération qui disaient « on ne veut plus vivre dans cet enfer dégueulasse » alors qu'à côté, la Côte d'Ivoire parade dans tous les salons, est riche, puissante, reconnue, etc. Donc nous, on en a marre de ce système, on veut qu'il change. Et je pense qu'il est possible que Tebboune ait aujourd'hui à l'intérieur de son propre système des cadras et des quinquas qui veulent que ça change. Parce qu'eux, ils ne veulent pas être les imbéciles du monde, si vous voulez. Ils veulent être reconnus à ce qu'est leur pays par rapport à son potentiel et sa grandeur, je dirais. François Martin, pour conclure, on a vu le terrain ukrainien, le terrain proche-oriental, le terrain africain, avec d'une part le Maghreb, mais aussi les pays africains qui ont connu beaucoup de chamboulements politiques ces dernières années. On peut dire effectivement que la diplomatie française n'est pas dans le meilleur moment de son existence. Ben non, surtout lorsque le président fait que de la diplomatie à usage interne. C'est-à-dire, ça c'est ce qu'il y a de pire dans la diplomatie, c'est la diplomatie à usage interne. C'est-à-dire, on envoie des petites piques à l'extérieur pour s'engueuler avec les gens, donc on construit rien mais on détruit uniquement dans le but de s'attirer les faveurs d'un certain nombre de personnes à l'intérieur à qui on fait plaisir. Donc ça commence lorsqu'on va en Algérie pour dire que la colonisation, par exemple, est un crime contre l'humanité. Ça va faire plaisir à des électeurs potentiels qui seront des franco-algériens, etc., mais ça n'apporte rien à la construction de la relation franco-algérienne. Parce que, comme le disait un des journalistes là, de l'Humanité que j'ai lu hier, la crise diplomatique franco-algérienne n'est pas une nouvelle fracture politique, mais le symptôme de la nécrose d'une idéologie de la rente mémorielle. Voilà, je pense que c'était très bien vu. On est dans un système de rente mémorielle
plus du côté algérien d'ailleurs que du côté français, parce que ce spécialiste dit qu'il y a une rente mémorielle parallèle, mais nous, on n'a pas de rente mémorielle vis-à-vis de l'Algérie. Il n'y a pas de néocolonialiste français qui rêve de reprendre le contrôle de l'Algérie par un néocolonialiste. Il n'y en a pas. Par contre, du côté algérien, on continue sans arrêt, et même d'ailleurs beaucoup d'Algériens français, à essayer de faire perdurer une rente mémorielle qui est complètement nécrosée. Il faut passer aujourd'hui à autre chose. Et ça serait le rôle de la France de dire, écoutez, assez. Non, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? Et c'est le langage que, lorsque j'étais en Afrique, moi j'entends des Africains. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? C'est-à-dire qu'il y a des gens positifs qui regardent l'avenir. On ne peut pas à la fois ressasser le passé en permanence pour essayer d'exister et construire l'avenir. C'est pas possible, il faut choisir. Voilà. Merci beaucoup François Martin d'être venu sur le Samedi Politique. Merci à tous de nous avoir suivis.